Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme passionné de jeux vidéo. Un homme dont l'invention allait échapper à tout contrôle. Un homme qui voulait seulement s'amuser et qui, sans le savoir, a déclenché l'une des plus grandes batailles politiques et juridiques du jeu vidéo. Nous sommes dans les années 80 à Moscou. Dans une pièce grise, éclairée par un néon fatigué, un homme travaille. Sur un ordinateur aux capacités déjà dépassées pour l'époque. Il manipule des blocs, des formes, un simple puzzle. Cet homme s'appelle Alexei Pajitnov. Et ce qu'il est en train de créer dans le silence étouffant d'un institut soviétique, c'est Tetris. Alexei naît en 1956 en Union soviétique, d'un père philosophe, dissident discret, et d'une mère critique de cinéma. Il grandit entouré d'idées, d'images, de récits, et surtout de puzzles. Depuis toujours, Alexei aime comprendre les formes, les résoudre, les faire danser. En 1979, il obtient son diplôme au centre informatique de l'Institut des sciences. À seulement 19 ans, il rejoint l'Institut de Doronitsyn, une organisation d'État où chaque ligne de code appartient au gouvernement. Mais pour lui, c'est pas un problème. Il a enfin accès à un ordinateur. Et Alexei, passionné de jeux vidéo, commence à programmer le sien. Son idée vient des Pantominos, un puzzle où on assemble des formes géométriques. Il simplifie, réorganise, réinvente. Il imagine un système où des blocs tombent du haut de l'écran, forment des lignes et une fois complètes disparaissent, libérant de l'espace. Il lui manque encore un nom. Alexei adore les puzzles, surtout les tétraminos, ces formes composées de 4 carrés. Alors il combine le mot tétramino et son autre passion, le tennis. Tetris. Un mot simple, court, musical, et sans qu'il le sache encore, va devenir l'un des noms les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo. Sur son Electronica 60, un ordinateur sans interface graphique, alors les pièces ne sont que des crochets et des espaces. Il n'y a pas de musique, pas de couleurs, pas même de score. Mais ça fonctionne terriblement bien. Tellement bien que ses collègues de l'Académie des sciences deviennent accros. Le jeu circule de bureau en bureau, et en quelques semaines, tous les instituts de Moscou jouent au jeu de puzzle. Son ami Vladimir Prokilko, psychologue à l'institut médical, lui demande une copie. Et au bout de seulement quelques jours, admet ne plus pouvoir s'en passer. Au point où il va être obligé de supprimer des ordinateurs le jeu pour rétablir une productivité. C'est la première preuve du pouvoir Tetris, et c'est la première fois qu'on va être dans l'obligation de l'interdire afin que le monde puisse continuer de tourner. Mais Alexei rêve d'aller plus loin, de rendre son jeu plus beau, plus accessible, plus fluide. Alors il se tourne vers un prodige de 16 ans, Vadim Gerasimov, un lycéen passionné d'informatique. En quelques semaines, Vadim va créer une version IBM PC. Avec des couleurs, tableau de score, Tetris commence à prendre la forme qu'on connaît. Mais reste un problème. Un très gros problème. En URSS, la propriété intellectuelle n'existe pas. Alors Alexei ne peut même pas réclamer la paternité de son jeu, et encore moins le vendre. Mais malgré ça, il veut que Tetris quitte l'URSS. Il veut que les gens, partout dans le monde, puissent y jouer. Alors, avec l'aide de Victor Briavrim, l'un des rares de l'Institut à avoir des contacts à l'extérieur, il lui propose de lui céder les droits. Sans rien demander en retour, même pas un rouble. Pour lui, son jeu compte plus que l'argent. Ce que Pajitnov ignore, c'est qu'en ouvrant cette porte, il vient de libérer un monstre qui va totalement lui échapper. Dès que Tetris s'échappe des murs gris de l'Académie des sciences, il se passe quelque chose de curieux. Le jeu voyage, par disquette, se propage comme un virus. Et très vite, il dépasse Moscou. Il atterrit en Hongrie, en Pologne. Personne ne l'a vendu, personne ne l'a autorisé, mais tout le monde y joue. C'est dans ce chaos discret que rentre en scène Robert Stein, un agent londonien, pas vraiment passionné de jeux vidéo, mais qui sent les bonnes affaires. En 1986, en visite à Budapest, il tombe alors sur Tetris. Il comprend pas vraiment pourquoi ce jeu de puzzle soviétique est si addictif, mais il sait qu'il peut le vendre. Alors Stein fait ce que n'importe quel businessman occidental aurait fait, il contacte les créateurs. Il envoie alors un fax à Moscou, à Alexei et son supérieur Victor. Eux, naïfs, honnêtes, soviétiques jusqu'au bout des ongles, répondent « Oui, pourquoi pas discuter ?» Pour eux, c'est une intention, une discussion. Pour l'Occident, un fax vaut un contrat. Stein pense alors qu'il a les droits, mais il n'a rien. Il y croit quand même, et il fonce. Le CES Las Vegas, 1987. Yes, here we are once again. This is Ray Glasser at the Las Vegas. We are now in the Sony booth where we normally see the start Stein se promène avec une copie de Tetris sous le bras.
Et il le propose à tout le monde. Certains éclatent de rire. Jamais un jeu soviétique se vendra. D'autres tombent amoureux. Il finit par choper 2 deals massifs. En Europe avec Mirrorsoft et aux États-Unis avec Spectrum Holobyte. Problème, Stein n'a toujours pas les droits, mais il vend déjà le jeu. Avant la sortie américaine, Spectrum Holobyte veut frapper fort. Ils refont les graphismes, ajoutent des musiques inspirées du folklore russe, mettent des cathédrales en fond, et un énorme titre en cyrillique. Pour la première fois en Occident, acheter un jeu vidéo devient presque un acte exotique. En 1987 et 88, Tetris sort sur Amiga, Atari ST, Sinclair Spectrum, Commodore 64, Gamoto et Amstrad. Le succès explose, des centaines de milliers d'exemplaires sont vendus, et sur les boîtes on peut lire « Fabriqué aux États-Unis, conçu à l'étranger ». Et Alexei dans tout ça n'apparaît nulle part. Et Alexei, lui, ne touche rien. Mais rien du tout. Il ne sait pas qu'un agent londonien est en train de signer des contrats à son nom. Il ne sait pas que Tetris est un succès international. Il continue de travailler dans son bureau soviétique, comme si de rien n'était. Et Stein, coincé, panique. Il vend une licence dont il n'a pas les droits. Alors il repart à Moscou, encore et encore. Il marchande, négocie, promet. Et en 1988, il obtient un accord pour une licence mondiale pour ordinateurs actuels et futurs. Alexei n'aura toujours aucun pourcentage, aucune rémunération. Il dira plus tard « Voir des millions de gens jouer à mon jeu, ça me suffisait. » Mais ce n'est que le début. Une guerre bien plus violente se prépare, celle des droits de console. Un marché qui vaut des centaines de millions, et tout le monde veut sa part. À la fin des années 80, Tetris n'est plus juste un puzzle soviétique, mais c'est une bombe culturelle. Et surtout, un casse-tête juridique. Parce qu'à ce moment-là, il y a près d'une dizaine de sociétés qui prétendent avoir les droits. Mais la vérité, personne n'a vraiment compris ce que Stein a signé. Et c'est là qu'entre en scène un personnage clé, Hank Rogers. Un entrepreneur né au Japon, passionné de jeux vidéo, chasseur de pépites. En 1988, il découvre Tetris. C'est le coup de foudre. Il veut à tout prix le ramener au Japon. Problème, les droits appartiennent à Atari, non à Mirrorsoft, non à Spectrum, non à Stein. Bref, un chaos total. À Kyoto, Nintendo se prépare à lancer leur première console portable, la Game Boy. Oh yeah! Alors, pour cette sortie, ils cherchent un jeu simple, universel et addictif. Et quand Rogers leur parle de Tetris, le président Hiroshi Yamauchi n'hésite pas. Il nous le faut. Sauf qu'acheter les droits de Tetris en 1988, c'est un peu comme vouloir acheter un terrain en plein milieu d'une guerre civile. Personne ne sait à qui il appartient. Le gouvernement soviétique panique face à ce boxon occidental et décide de créer Elorg. La société sera responsable de gérer les droits de logiciel. Stein jure à Rogers qu'il est en train de finaliser son contrat alors qu'il patine. Rogers comprend que quelque chose ne va pas. Il y a une faille ici, je dois aller en URSS. Alors, en février 1989, il décide de prendre un vol pour Moscou. Sans invitation, sans rendez-vous, il débarque dans les bureaux d'Elorg, en même temps que Stein et Kevin Maxwell, le fils du puissant magnat Robert Maxwell, patron de Mirrorsoft. Ils veulent tous le même trésor. Dans la salle de réunion, 3 hommes, un jeu, un mensonge. Rogers demande les droits pour les consoles Nintendo, un marché gigantesque. Stein dit qu'il les a déjà. Maxwell dit que Mirrorsoft aussi. Belikov, le patron d'Elorg, sort alors un vieux document poussiéreux qui dit que l'accord de Stein était valable seulement pour les ordinateurs, ni pour les consoles, ni pour les portables, ni pour les arcades. Et quand Rogers montre une cartouche de NES de Tetris déjà en vente, Belikov comprend. Il publie un jeu sans avoir les droits. C'est la super totale. Durant les jours qui suivent, Alexei et Rogers se rencontrent, passent du temps ensemble et une amitié se crée. Alexei l'aide discrètement dans les négociations, parce qu'il sait que Nintendo respecte le jeu, contrairement au Maxwell. Elorg tranche. On va donner les droits à ceux qui le méritent. Et il propose un accord historique. Nintendo obtient tous les droits de consoles portables et salon pour 500 000 $ et 50 cents par cartouche vendue. Un contrat colossal. Elorg envoie un avenant à Andromeda, la société de Stein,
de façon à redéfinir ce qu'est un ordinateur et d'exclure les consoles. Stein signe, sans même se rendre compte qu'il vient de perdre la plus grosse opportunité de sa vie. En mars 1989, Nintendo envoie un fax à Atari. Veuillez arrêter immédiatement de produire Tetris sur NES. Atari panique, Microsoft hurle. Non mais c'est à nous. Nintendo maintient. Robert Maxwell appelle directement Gorbatchev pour faire pression. Oui, le Gorbatchev, le président de l'URSS. Mais Belikov tient bon. Le contrat Nintendo est légal, clair, signé, et c'est celui qui rapporte le plus d'argent au pays. Atari attaque Nintendo au tribunal de San Francisco. Leur stratégie ? La NES est un ordinateur. Son nom japonais Famicom, Family Computer, donc nous avons le droit d'y sortir Tetris. Les juges ne mentent pas. Belikov témoigne, Alexei confirme que le contrat ne concerne que les ordinateurs. Nintendo gagne, Atari perd tout. Le 21 juin 1989, Atari retire sa version NES du marché et des milliers de cartouches pourrissent dans des entrepôts. La légende de Tetris n'est pas seulement une histoire de blocs qui tombent et de lignes qui disparaissent. C'est l'histoire d'un homme, Alexei Pajitnov, enfermé dans un bureau soviétique qui a créé un jeu si simple qui semblait inoffensif et si puissant qu'il a traversé les frontières, bouleversé des marchés et défié des gouvernements. En Occident, son nom devient peu à peu célèbre, les journalistes le sollicitent, les éditeurs le rencontrent et lui découvrent, abasourdi, que son jeu s'est vendu des millions d'exemplaires, alors qu'il n'a touché aucun rouble. Mais Pajitnov reste humble, fier de ce qu'il considère comme un ambassadeur électronique de bienveillance. Un petit miracle qui rend les gens heureux sans discrimination, sans frontières. En janvier 1990, il foule pour la première fois le sol américain. Las Vegas, San Francisco, New York. Chaque ville est un choc de liberté et de créativité. Il répond à des dizaines d'interviews, rencontre des dirigeants de Nintendo of America, s'émerveille de la vitalité de cette société où la curiosité et l'ingéniosité ne sont pas bridées. De retour en URSS, il comprend qu'un marché pour ses créations n'existe pas là-bas. Pendant ce temps, Nintendo fait exploser les ventes de Game Boy. Tetris devient un phénomène mondial, une icône de la culture vidéoludique, un jeu que chacun, quel que soit l'âge ou la nationalité, peut prendre en main. En 1991, Pajitnov et son collègue Pokilko émigrent aux États-Unis. À Seattle, il crée des jeux pour Spectrum Holobyte, mais surtout, après 10 années de batailles juridiques et de réclamations impossibles, il récupère enfin ses droits en 1996. Avec Hank Rogers, il fonde The Tetris Company et devient maître de son invention. Chaque jeu vendu, chaque objet dérivé, chaque version nouvelle lui rapporte enfin ce qui lui revenait de droit depuis le premier jour. Le temps passe et la saga continue. En 2002, Tetris Holding voit le jour, sécurisant les droits et luttant contre les copies illégales. Sur console, ordinateur, mobile, Tetris traverse les époques, les technologies et les générations, restant fidèle à sa promesse initiale, divertir, unir, émerveiller. Et derrière chaque bloc tombant, derrière chaque ligne qui disparaît, il y a cet homme discret, visionnaire et patient, qui a transformé un simple puzzle en icône mondiale. Tetris n'est pas seulement un jeu, c'est le fruit de la liberté retrouvée, de la persévérance et de l'ingéniosité d'un créateur qui, contre toute attente, a changé l'histoire du jeu vidéo.